Moi, l'idée, c'est plutôt avoir une vision globale de l'industrie nucléaire, des enjeux, des perspectives qui sont de plus en plus d'actualité par rapport aux annonces qui ont été faites assez récemment. L'idée aussi, c'est de passer un peu plus de temps pour zoomer sur les spécificités du nucléaire, les contraintes, qu'on peut appeler les contraintes du nucléaire également, pour pouvoir diversifier ses activités dans ce secteur qui est quand même contraignant, il faut bien l'avouer. On va voir ce que ça signifie contraignant en termes de normes, de codes de calcul, par exemple, quelles sont les obligations à remplir. Et puis, l'idée aussi, c'est de profiter que Siléane, qui est membre du pôle de compétitivité CIM, a eu l'occasion de travailler. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux quand j'étais ingénieur chez Orano. Eux, ils ont attaqué le marché du nucléaire par une voie un peu moins conventionnelle, par la voie de l'innovation. Et c'est aussi un domaine sur lequel je veux mettre l'accent, qui est aussi un domaine intéressant à exploiter pour diversifier ses activités dans le nucléaire de façon moins conventionnelle, on va dire. Donc, juste pour me présenter très très brièvement, je suis un ancien ingénieur Orano. Donc, j'ai commencé en 2005 sur le site de La Hague. J'étais plutôt dans les activités d'études, à la fois sur de la R&D et aussi sur des études pour de la modification d'installations existantes et de démantèlement d'installations également sur le site de La Hague. Mon profil est plutôt généraliste, axé mécanique quand même. J'étais en charge de la coordination des projets axés mécaniques. Et pour la petite histoire, j'ai accompagné Siléane quand ils sont arrivés sur le site de La Hague pour les accompagner sur le développement de leurs produits, pour adapter leurs produits aux exigences du nucléaire, jusqu'à la qualification avec les déchets réels. C'est un process de tri de déchets quand on a mis en actif l'installation, c'est-à-dire avec la matière nucléaire. Depuis 2017, je suis indépendant. Mon activité consiste à accompagner des PME innovantes pour les accompagner dans leur diversification dans le nucléaire. Donc j'accompagne à la fois sur un développement commercial, la mise en relation, j'en profite de mon réseau pour retrouver les bonnes personnes intéressées par ces produits et ces services, et à la fois sur l'aspect technique pour faire en sorte que ces produits et services justement collent avec les exigences du nucléaire. Et donc ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui en allant très vite, sur cette rencontre avec l'ISTP et cette volonté de pouvoir vous faire profiter de cette expérience pour vous qui avez pour objectif de diversifier certainement vos activités dans le secteur du nucléaire. Voilà, donc si on plante le décor du secteur du nucléaire, on voit sur la carte de droite que j'ai piqué à nos amis sortir du nucléaire. Pour une fois qu'ils nous font quelque chose de sympa, je l'ai récupéré en changeant quelques expressions. Mais l'avantage de cette carte, c'est quand même de voir que la répartition des installations nucléaires est plutôt homogène sur le territoire français. Et tous les développements de l'industrie du nucléaire, on peut bien imaginer que le tissu local va en profiter. Et ça, c'est plutôt un point positif pour l'industrie du nucléaire. Les acteurs du nucléaire, je pense que vous les connaissez assez bien. Si on les balaye très rapidement, on a le CEA pour la partie recherche, en schématisant, sur les sites de Marcoule, Cadarache principalement, plus les quelques sites parisiens. Autour du cycle du combustible, on va retrouver Orano, à la fois pour la partie mine et production d'enrichissement de l'uranium, et puis on le retrouve sur la partie aval pour le retraitement du combustible usé. Et puis entre deux, forcément, on retrouve EDF pour la gestion, l'exploitation des 56 réacteurs qui sont actifs aujourd'hui. Et puis aussi sur la fabrication du combustible, PFC Serca, c'est une filiale Framatome, et Framatome via la fabrication des gros composants. Voilà l'image, la picture assez large de l'industrie nucléaire française. Suivante, s'il vous plaît, Chantal. Voilà, je fais juste un zoom sur le cycle du combustible. Je pense que vous êtes assez familier avec ça. On a la chance en France d'avoir une industrie nucléaire très développée autour de ce cycle du combustible. On va retrouver majoritairement Orano, comme j'exprimais tout à l'heure, sur les différentes entités du cycle, avec des usines qu'on va retrouver dans le sud-est, principalement à Tricastin pour l'enrichissement d'uranium. Donc une usine qui est en arrêt, GB1, dont le démantèlement commence, et GB2 qui est en exploitation aujourd'hui, qui passe la main, comme je disais tout à l'heure, à EDF, enfin Framatome et EDF pour la fabrication du combustible et l'exploitation des centrales. Et puis le combustible retourne
chez Orano à La Hague directement pour être retraité. On va récupérer l'uranium, on va récupérer le plutonium. Le plutonium, on l'envoie à Melox pour faire le MOX, et puis la boucle est bouclée avec la petite sortie des déchets nucléaires vers l'Andra. Je vais juste mentionner deux entités importantes chez Orano quand même, qui je pense peut être intéressant pour vous de vous en rapprocher. Orano Projet, qui est l'ingénierie, la MOE pour les sites en exploitation de Orano. Donc on retrouve Tricastin principalement, Melox et La Hague surtout, qui va gérer toutes les modifications d'installation ou les constructions neuves ou la maintenance lourde sur ces sites-là. Et Orano DS, qui est l'ingénierie qui est, on va dire, plutôt spécialisée sur la maintenance, pardon, sur le démantèlement et l'assainissement. Maintenance, oui, elle y arrive parce qu'elle a racheté quelques sociétés et elle intervient maintenant sur les CNPE. Et donc, ce sont deux entités qui font des appels de charge assez régulièrement auprès des mécaniciens, des tuyauteurs, enfin toute l'industrie de réalisation d'équipements, de machines spéciales, qui peut être intéressant d'avoir bien en tête également. Voilà, donc on parle des grands donneurs d'ordre, c'est qu'une partie infime finalement de la sphère du nucléaire. Là, j'ai cité quelques sociétés que j'ai extraites de mon CRM, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Et dans le cercle, on va retrouver ceux qu'on retrouve principalement en rang 1 pour les activités de sous-traitance, que ce soit de la construction neuve, de la maintenance ou du démantèlement. J'ai remis Orano DS dans la liste parce qu'ils interviennent en tant que sous-traitant de Orano très régulièrement. Mais on le retrouve aussi sur d'autres activités, vers le CEA par exemple, ou même EDF pour des opérations de démantèlement, par exemple pour Brennilis. Je veux aussi zoomer sur SPI, qui est aussi un intervenant qu'on retrouve sur beaucoup de CNPE et qui fait des interventions lourdes. On retrouve par exemple sur les opérations de grand carénage qui sont en cours, et qui est une société qui est assez ouverte par expérience, qui est assez ouverte vers les sociétés qui n'ont pas encore ou peu d'expérience vers le nucléaire et qui sont assez demandeurs d'ailleurs de nouveaux entrants ou de nouvelles expériences pour challenger un peu la sphère qui existe, et puis aussi par souci d'innovation et d'aller chercher les bonnes idées qui viennent d'autres industries ou d'autres domaines de compétences. Ils sont très ouverts là-dessus, et je pense que pour les autres sociétés, vous les connaissez bien, et je mettrai peut-être un peu Technicatom TA un peu à part, parce que eux, ils vont être situés plutôt sur le militaire, pour les chaufferies embarquées, plus le réacteur de recherche RJH, qui est un peu marginal aussi. À droite, j'ai cité des pôles de compétitivité qui sont importants à mettre. J'en ai mis les principaux, et peut-être Nucléaire Vallée, je ferai un zoom à la fin, mais c'est aussi un pôle de compétitivité important, parce qu'il sait fédérer justement ces intervenants du nucléaire. Il sait mettre en relation un peu de réseautage, ils sont assez spécialistes, plus l'aspect international qui est intéressant chez Nucléaire Vallée. Et puis tout en bas, ça vous intéresse peut-être moins, mais sur l'intervention, il est important d'être certifié CEFRI dès lors qu'on veut intervenir en zone. Et donc l'INSTN, c'est la filiale de CEA qui gère ces accréditations importantes à connaître aussi. Voilà, alors, si on se dit les perspectives du nucléaire, quelles sont-elles aujourd'hui? Là, on ne peut pas mieux tomber avec les dernières interventions qui sont arrivées, dernières informations et les derniers plans de relance qui englobent assez très largement le nucléaire dans la relance. D'ailleurs, vous vous rendez compte sûrement aujourd'hui, le nucléaire maintenant est associé un peu à l'écologie, ou en tout cas pour la recherche de solutions bas carbone, ce qui est un peu nouveau. Donc ça permet aussi de changer un peu les perspectives du renouveau du nucléaire en France. En tout cas, on voit assez clairement qu'il y a un regain d'intérêt pour le nucléaire et des choses sont mises en place concrètes, des investissements, des financements sont mis en place de façon concrète, pour l'instant franco-française, avec France 2030 ou France Relance. Mais le gouvernement est aussi pour parler avec l'Europe pour faire entrer le nucléaire dans la taxonomie verte, et donc sujet à des financements européens, c'est important de le savoir aussi. Et ces plans de relance qui sont mis en place, quand on regarde la petite carte qui est en bas à gauche, on se rend compte aussi que ça touche l'ensemble du territoire français et assez largement la vallée du Rhône, qui est quand même très, très réputée pour sa forte activité nucléaire, donc beaucoup de potentiel. Ça concerne 87 sites pour un investissement de 30 milliards, de financement à hauteur de 30 milliards pour le nucléaire. Et les lauréats, souvent les grands donneurs d'ordre, aussi cette obligation
au moins morale. Je ne sais pas s'il est vraiment au-delà de ça, mais en tout cas, ils le font. On le voit aujourd'hui, ils le font pour les France Relance, d'aller chercher justement des PME innovantes, des ETI, voire même des startups, pour les intégrer justement dans ces projets France Relance et pouvoir les aider à progresser dans leur projet de diversification et faire bénéficier à la filière nucléaire de ce savoir-faire qui est précieux pour la filière nucléaire. À titre d'exemple, vous avez certainement vu le robot qui était intervenu lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je ne citerai pas le nom, mais c'est une société à Nantes, dans ces environs-là. Et aujourd'hui, elle fait partie de ce plan France Relance pour justement créer des robots d'intervention robustes pour le nucléaire aussi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, donc on parle de financement, mais il faut bien voir que ce sont des projets concrets qui est en face de ces financements-là. À date 9/11/2021, avec l'allocution de M. Macron qui annonce la création de 6 EPR sur 3 sites différents. Donc là, on imagine bien l'appel de charge qui va en résulter. Quand on voit ce qu'un EPR à Flamanville a fait comme appel de charge, 6 multiplié par 6, c'est juste incroyable. Donc il va y avoir un sacré appel de charge. On entend beaucoup parler aussi des SMR, les Small Medium Reactors, dont la France est leader sur cette technologie-là, qui se rapproche un peu de ce que fait Technic-Atom pour les chaufferies embarquées d'ailleurs, mais qui englobe beaucoup d'innovations et beaucoup de types de fabrication, de méthodes de fabrication différentes. Par exemple, la fabrication additive métallique, le WAM, aura une part assez large dans ces développements. Pour EDF, il y a le grand carénage qui est en cours jusqu'à 2030. Donc c'est plus de 50 CNPE qui sont concernés par ces grands carénages. Et là aussi, c'est un appel de charge conséquent pour la filière, parce qu'on est appelé à changer des gros composants, des générateurs de vapeur, mais des tronçons de tuyauterie, il y a des choses qui sont mises en place pour améliorer la sûreté. Tout ça aussi fait en sorte qu'il y a un appel de charge conséquent. Donc ça, c'est pour les constructions neuves, on va dire plutôt à court, moyen terme. Et puis aussi, il y a l'aspect déconstruction qui a une part importante aussi dans les appels de charge du nucléaire actuellement. Même France Relance englobe les travaux de démantèlement et les projets de démantèlement. Et là, c'est aussi tout corps d'État, c'est un appel de charge énorme. Le démantèlement, il faut bien voir que ce n'est pas simplement du démontage d'installation, mais ça nécessite aussi de la construction de bâtiments neufs, de process neufs, pour justement aller chercher de manière sûre ces équipements, voire même des déchets anciens qui sont restés entreposés, qu'il faut sortir et conditionner de façon sûre. Et donc là aussi, il y a des machines spéciales, voire même des bâtiments neufs qui doivent être créés pour réussir ces projets de démantèlement. Par exemple, là, j'ai fait un zoom sur Graphitech, c'est la filiale EDF, c'est la JS entre VNS, Veolia et EDF, pour le démantèlement des centrales UNGG. Un démonstrateur, un bâtiment neuf sera monté, justement pour éprouver les techniques de démantèlement. Donc là aussi, c'est un appel de charge qui est à très court terme. Alors là, je me suis amusé, ça n'a rien d'officiel, mais juste en 10 secondes, je me suis amusé à mettre un peu les projets actuels, futurs et envisageables sur une échelle de temps. Je me suis arrêté à 2061, mais j'aurais pu continuer, pour bien visualiser les appels de charge potentiels qui sont présents, qui sont actés et à venir les visites décennales des réacteurs en service, la construction de l'EPR à Flamanville, son démarrage imminent, les 6 EPR supplémentaires annoncés par M. Macron. Ces combustibles, ces centrales, il faut les alimenter en combustible. Les combustibles, il faut les sortir, il faut les entreposer. Il y a un projet de piscine d'entreposage qui est prévu, qui va démarrer sous peu. C'est un projet colossal à La Hague. C'est 1,25 milliard, 250 millions d'investissements pour une première piscine. Une deuxième est prévue dans la foulée. Ces combustibles-là, il faut les retraiter. Donc, il y a l'usine de La Hague à maintenir en conditions opérationnelles optimum, mais elle a une durée de vie limitée, même si on veut prolonger sa durée de vie. Mais dans les cartons, il y a aussi UP4, la 4e usine de retraitement de combustible, qui sera certainement à venir. Et puis ça, on peut l'imaginer sur toutes les usines du cycle du combustible. Il y a forcément un appel de charge considérable pour prolonger leur durée de vie, si on veut prolonger leur durée de vie, voire avoir de nouvelles installations pour continuer dans cette filière nucléaire telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis sur la gestion des déchets nucléaires également, il y a le projet CIGEO qui est sur le point de démarrer en construction. Là aussi, c'est un chantier important qui va démarrer dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas,
c'est imminent. Voilà, plus le petit zoom temporel. Voilà. Comme on l'a dit, tous ces appels de charge vont se cumuler dans le temps. Et, avec le graphique qui est à droite, on voit bien que déjà, la filière nucléaire a déjà du mal à faire face sur certains métiers, à avoir des personnes compétentes et donc des entreprises spécialisées dans la matière. Et ils sont entourés en rouge le soudage et les travaux mécaniques. Et là, vous voyez que la majorité des personnes interrogées, qui sont des personnes, des grands donneurs d'ordre du nucléaire, disent qu'aujourd'hui, ils sont déjà en difficulté. Donc, on imagine bien que dans les mois, les années qui vont venir, avec les appels de charge conséquents qui sont prévus, il y aura un appel de charge important de la part de la filière nucléaire qui devra, de toute façon, aller chercher d'autres entités pour compléter le panel actuel, avec tous les travaux demandés. Voilà, c'était pour planter un peu le décor du nucléaire. Maintenant, si on veut se plonger un peu plus sur les spécificités du nucléaire et quelles sont les contraintes ou quelles sont les exigences à prendre en compte pour y rentrer, forcément, il y a un cadre réglementaire qui va gérer tout ça, comme toute autre industrie d'ailleurs. Mais on va rajouter la couche nucléaire, c'est-à-dire la couche sûreté nucléaire. On ne veut absolument pas qu'il y ait un incident nucléaire. Et donc, toutes les précautions sont prises de la conception jusqu'à l'installation sur site pour que chaque action, chaque opération réalisée soit tracée, qu'il y ait une traçabilité et que tout concourt à la démonstration de sûreté de l'équipement ou de l'installation en général. Et puis également sur l'installation, la partie installation est importante sur le niveau de la gestion de la radioprotection. On peut avancer. Voilà, donc ce slide-là, il n'a rien de nouveau. Toutes les industries françaises sont tenues d'appliquer toutes ces réglementations-là, ces habilitations, ces qualifications qui sont demandées aux différents intervenants. On retrouve des choses très classiques, comme la sécurité, le travail en hauteur, les habilitations électriques, manutention, mécanique, voilà, les échafaudages. C'est du classique. J'ai juste mis en rouge dans le cadre que tout manquement sera assimilé à une défaillance de sûreté par le grand public. Vous avez sûrement remarqué, dès qu'il y a quelqu'un qui s'écrase un doigt avec un marteau sur le parking de l'EPR, ça fait presque la une des journaux parce qu'on assimile tout de suite ça à un incident de sûreté. Il n'en est rien, mais c'est souvent monté un peu en épingle. Et donc, l'exploitant nucléaire est très rigoureux dans le suivi de toutes ces réglementations-là, même si elles ne sont pas en lien direct avec la sûreté nucléaire, mais très rigoureux, au même titre que la sûreté nucléaire, quasiment justement pour se prémunir de toutes ces informations qui pourront résulter. Alors, les normes ISO appliquées, la norme ISO 9001 est très demandée à tous les intervenants du nucléaire pour assurer un référentiel qualité qui corresponde justement à la traçabilité requise pour fabriquer et pour fournir des équipements ou des services dans le nucléaire. Il y a maintenant la norme ISO 19443, 2018, pardon pour la coquille, qui est en fait une couche supérieure à l'ISO 9001. C'est la même base que l'ISO 9001, mais elle va être appliquée à la fourniture d'équipements IPSN, donc important pour la sûreté nucléaire, et donc qui va permettre d'avoir un cadre qualité sur la chaîne d'approvisionnement de tels équipements. On y reviendra juste après. Et puis après, les autres normes ISO sont demandées, mais ne sont pas forcément imposées. La 14001 et la 45001, avec le volet radioprotection pour la sécurité au travail. Donc, si on zoome un peu plus sur la 19443, qui est concerné, c'est la chaîne complète, c'est l'organisation qui est mise en place pour fournir ces produits ou services importants pour la sûreté nucléaire. En général, on limite les cascades de sous-traitance à 3, mais chaque étage de sous-traitance impliqué dans la fourniture de ces équipements importants pour la sûreté nucléaire doivent ou devraient être certifiés ISO 19443 pour garantir justement le système qualité en place pour la qualité de ces composants. Alors, ISPN, qu'est-ce que c'est? Ces fameux équipements importants pour la sûreté nucléaire. En fait, c'est un produit ou un service, s'il tombe en panne ou s'il y a une défaillance, la moindre défaillance pourrait avoir des conséquences notables pour les personnes avoisinantes, voire même pour l'environnement.
Et donc la sûreté, donc ça c'est pas géré par les fabricants, hein, c'est le donneur d'ordre, les ingénieurs sûreté qui vont définir tel équipement est ISPN ou pas. Par exemple, un cœur de réacteur est forcément ISPN, le circuit primaire ISPN. Donc on va le retrouver à la fois sur les CNPE, sur la partie construction, sur la partie maintenance et démantèlement, mais à la fois sur l'ensemble des usines du cycle du combustible, donc typiquement les usines Orano ou le CEA. Donc on retrouve l'enrichissement, donc Tricastin, la fabrication du combustible par la filiale Framatome, et la partie recyclage, à la fois sur la Hague et sur Melox. Donc ça a quand même un avantage d'avoir cette certification 19443. Ça permet aux acheteurs des grands donneurs d'ordre d'être déjà en confiance, parce qu'ils savent que l'aspect qualité lié à la sûreté nucléaire est intégré à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc c'est forcément un avantage aussi par rapport à la concurrence qui ne le serait pas. L'arrêté du 7 février 2012, je vais le passer assez rapidement. L'idée, c'est de prendre les précautions nécessaires, c'est la réglementation en fait, hein, qui va définir les précautions à prendre pour garantir la sûreté des installations et donc les situations accidentelles des installations, en limiter les conséquences, mais aussi réglementer ce qu'on appelle les inconvénients, c'est-à-dire l'impact sur l'environnement ou sur le personnel qui est cadré. Par exemple, il y a des tolérances de rejet dans les cheminées de ventilation, par exemple, ou la dose absorbée par un opérateur, ce sont les inconvénients. Donc, l'arrêté du 7 février 2012 va encadrer de la conception jusqu'à l'installation, d'ailleurs, tous les éléments mis en place pour limiter les conséquences d'une éventuelle défaillance. Donc, si on passe, s'il y avait une chose à retenir sur cet arrêté, à la slide d'après, s'il vous plaît, Chantal. Voilà, merci. C'est ce principe de défense en profondeur. En fait, c'est par couches successives, de la conception jusqu'à l'installation, on va tout mettre en œuvre pour identifier les défaillances, les mesurer, donc les quantifier, et en limiter leur impact sur les personnes ou l'environnement. Et ça, le système qualité, mais tout le système déployé par l'entreprise, de la conception jusqu'à l'installation, devra prendre en compte ces exigences-là. Alors, c'est surtout appliqué aux grands donneurs d'ordre, qui vont décliner ensuite, via les cahiers des charges, ou voir les qualifications également, comme UTO, on va en parler juste après, ces exigences-là, issues de l'arrêté INB, pour les décliner vers leurs fournisseurs, donc pour vous typiquement. Donc si on continue, voilà, la qualification UTO, c'est le système qualité qui est mis en place par EDF, justement pour répercuter à ses fournisseurs cet arrêté INB. L'idée, c'est reconnaître les capacités techniques des fournisseurs pour réaliser les travaux pour lesquels on demande ils sont sous-traités, en fait. Donc, il y a une audit sur l'aspect technique. On va vérifier aussi la solidité financière de l'entreprise pour vérifier qu'elle sera capable d'assumer ces travaux-là sur la durée. Et puis, on va aussi, voilà, sur l'aspect INB 712-2012, s'assurer qu'elle en connaît au moins le sens, le principe de base. Les activités qui sont concernées pour être qualifiées UTO, c'est ce qui concerne les CNPE en activité pour les actions de maintenance ou de modification des CNPE. Donc on va retrouver sur des maintenances, modifications, le montage sur site hors exploitation, les travaux de déconstruction, mais aussi sur les études ou l'assistance technique pour ces travaux-là. Et ce qui vous intéresse, je pense aussi, sur la fabrication et la réparation du matériel ou des composants qui seront installés sur les CNPE. Typiquement, dans les activités liées au grand carénage, où on va remplacer des générateurs de vapeur, par exemple, les entreprises qui vont fournir les GV sont des entreprises qui vont être qualifiées UTO par EDF. Pour être certifié UDO, il y a deux voies. La première, c'est un appel de charge de la part d'EDF. Ils se rendent compte que dans leur panel existant, on arrive à une certaine limite, et donc ils vont publier au journal officiel
c'est une appel à manifestation d'intérêt, on pourrait dire, en quelque sorte, pour justement demander aux entreprises qui le souhaitent de venir postuler au journal officiel. C'est plutôt rare jusqu'à présent, mais avec les 6 EPR qui devraient être lancés, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des publications dans le journal officiel, étant donné la charge conséquente des entreprises qui sont déjà engagées dans le nucléaire aujourd'hui. L'autre voie, c'est faire une sorte de candidature spontanée, mais, et là c'est la notion à noter qui est importante, elle doit être appuyée par un donneur d'ordre d'EDF, donc par une personne physique présente chez EDF, un chef de projet, et plus elle est haut placée dans la hiérarchie, forcément mieux c'est pour appuyer la demande. Je ne connais pas l'origine de cette imposition-là, mais dans la pratique, elle existe vraiment. Donc cette personne-là, EDF, va porter la candidature auprès de UTO, du service UTO, pour demander à qualifier l'entreprise UTO et l'avoir dans le panel. Donc il y a 23 domaines de compétences qui sont listés, pour lesquels on peut prétendre pour une ou plusieurs domaines de compétences, être qualifié UTO. Et voilà, après, c'est un dossier à rendre qui débouchera sur une audit à la fois technique et qualité. Chez EDF, ça fait partie de la qualification UTO, la culture de sûreté, mais c'est vrai pour l'ensemble des industriels du nucléaire. La culture de sûreté est un facteur important, mais EDF se donne vraiment les moyens de s'assurer que les entreprises sous-traitantes ont bien acquis cette notion de culture de sûreté. Sur l'aspect formation, par exemple, il y a des formations obligatoires chez EDF, savoir comme un nucléaire et complément de sûreté qualité, qui n'est pas obligatoire sur Orano, par exemple, qui va vraiment donner des principes fondamentaux sur la gestion des risques, la connaissance du nucléaire, de la radioprotection, pour s'assurer que chaque intervenant a bien compris les enjeux et les risques dans chacun de ces gestes qu'il sera amené à faire sur site. EDF aussi est équipé de chantiers écoles, en tout cas de maquettes de CNPE, et assez régulièrement, il va demander à ses sous-traitants de venir faire des chantiers écoles ou chantiers tests, justement pour ne pas perdre la main. EDF insiste beaucoup sur la fiabilité des interventions. C'est le plan Excel d'EDF qui est déployé. On veut faire bien du premier coup, forcément. Et donc ces chantiers-là sont une voie qu'EDF privilégie pour aller faire des chantiers à froid, hors des contraintes radiologiques, pour être sûr de les réussir en zone. Et puis des formations vont être proposées assez régulièrement par EDF, justement, à la fois techniques et à la fois réglementaires, pour s'assurer que l'ensemble de ces sous-traitants répondent aux critères de culture de sûreté qui sont imposés. Pour la partie Orano, donc là c'est juste une petite parenthèse, là ça va être la qualification KER qui est axée pour le démantèlement, les métiers d'assainissement et démantèlement. Pour la partie, on va dire, modification ou maintenance des installations existantes comme LAG, MELOX, Pirlat, le système de qualification des sous-traitants est un peu similaire à UTO, côté Orano ou CEA, mais en moins formel et plus souple. Par expérience, être qualifié sous-traitant chez Orano, c'est quand même moins compliqué que être qualifié UTO chez EDF. Déjà, il n'y a pas la contrainte d'être appuyé par quelqu'un en local dans la hiérarchie. C'est déjà un point en moins intéressant. Et puis, c'est vraiment du cas par cas pour Orano en particulier, voire même par projet. Ils ne vont pas imposer, par exemple, l'ISO 9001. Si une société n'est pas ISO 9001, ils vont aller faire une audit spécifique, demander un plan d'assurance qualité spécifique pour s'assurer que les contraintes seront prises en compte. Mais plus de souplesse quand même Orano de ce sujet-là, même si dans le fond, le fond et les objectifs sont exactement les mêmes que UTO. Et pour la qualification KER, donc ça c'est pour les travaux de démantèlement, assainissement, on va retrouver du nettoyage courant, donc c'est l'assainissement très localisé, des exploitations d'installations, comme par exemple le lavage du linge qui est contaminé en zone, des stations de traitement d'effluents, des interventions d'assainissement ou de démantèlement qui vont s'inscrire dans le référentiel de sûreté de l'installation. Par exemple, aller démonter une cuve dans une zone qui est déjà équipée de moyens de manutention, où c'est déjà compris dans le référentiel de sûreté les différentes manips à faire,
il faut être KER niveau 3. Et on va passer au domaine 4. Si là, on sort du référentiel de sûreté de l'installation, pardon, c'était toujours sur celui d'avant. Merci. Si on sort du domaine où des études sont importantes, des équipements spécifiques sont à réaliser, là, on va être dans le domaine 4. La différence entre Orano et EDF, même s'ils sont sur le même référentiel, c'est que pour Orano, ceux qui vont fabriquer ces composants-là pour faire des opérations de démantèlement, pour fabriquer des composants neufs, doivent être KER dans la majorité des cas. Ce n'est pas le cas pour le CEA, où la fabrication est exemptée de sa qualification KER. C'est intéressant à savoir. Donc les critères, pareil, hein, c'est pareil que UTO, c'est de l'aspect qualité organisationnel, l'aspect radioprotection et l'aspect prise en compte des spécificités liées à la sûreté, maîtrise de la sûreté des interventions et de la conception aussi, de la fabrication. Là, on sort un peu des domaines de qualification pour arriver sur les codes de calcul. J'ai fait un peu une liste à la Prévert des codes les plus généraux. J'ai pris quelques cahiers des charges que j'avais sous la main et je les ai listés. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sont des codes de calcul qui sont assez communs. Ce qui est spécifique au nucléaire, c'est justement cette classification de sûreté des équipements qui va donner lieu à des choix de codes de calcul assez spécifiques. Donc en fait, c'est croisé entre un classement des équipements liés à la sûreté, où on va prendre les risques d'agression interne. Donc ce qu'on appelle risque d'agression interne, c'est les incendies, les inondations locales, la chute de charge, des fouettements de tuyauterie, par exemple. Donc ça va faire des critères de sûreté. On va prendre les risques externes également. On va retrouver le séisme, le tsunami, par exemple, avec Fukushima, ça vient de là aussi. La neige, les vents forts, la chute d'avion, par exemple, sont des critères qui vont être pris en compte et qui vont classer l'équipement par la sûreté du grand donneur d'ordre. Hein. Ce n'est pas aux sous-traitants de le faire. Ça va donner une classe M1, M2, M3 pour aller du pire au plus aisé. Et on va croiser ce classement avec le classement qui provient de la DESP-ESPN, donc la réglementation équipement sous pression, qui là va prendre en compte plutôt les aspects d'utilisation de l'équipement qui va être fabriqué. C'est-à-dire on va prendre en compte la fatigue thermique, la fatigue vibratoire, les pics locaux de pression, le fluage, la concentration des contraintes, les phénomènes de corrosion et d'autres, qui vont classer N1 à N3 ces équipements. Et ensuite, on va croiser ces deux classements pour pouvoir déterminer dans quelle classe de calcul, par exemple dans le RCCM, on va se positionner pour dimensionner l'équipement en question. Donc si on va dans le slide suivant, le RCCM, c'est le code de calcul qui va être appliqué sur tous les équipements qu'on va retrouver dans les CNPE pour le RCCM, donc tous les centrales nucléaires. Il va se décliner en RCCM-X pour les réacteurs de recherche, typiquement le RJH, MRX pour ITER en particulier, et MR, c'est ce qu'on va retrouver pour l'ensemble des équipements qui vont arriver sur les autres INB, comme la Hague par exemple. Alors c'est rarement, Orano va vous demander d'appliquer le RCCMR. Il va vous donner plutôt une pile de standards épaisse comme ça à appliquer, mais qui font la plupart du temps référence à ce code de calcul-là. Ce qui va être couvert sont tout, ouais, je pense que si on veut gagner du temps, on va peut-être passer, vous aurez l'occasion de parcourir la présentation. Pour l'aspect pratique dans la conception, le fait de travailler dans les installations nucléaires va demander de prendre en compte aussi les spécificités du nucléaire liées à la protection radiologique, la maîtrise du confinement. Donc là, c'est la mise en place et le dimensionnement de protection radiologique, que ce soit local ou prévu dans la conception de l'équipement. Le but est toujours soit de protéger un opérateur, voire même de l'équipement, de l'électronique par exemple, qui est sensible. On va mettre en place de la protection radiologique, un matériau le plus dense possible pour casser ces rayonnements-là. Maîtrise du confinement, donc c'est la maîtrise de l'étanchéité en fait, dans toutes les situations d'exploitation ou incidentelles, par exemple des chutes de charge, ou voire même sous séisme,
On peut demander à certains équipements de rester étanches, donc c'est à prendre en compte dans la conception également. La maintenabilité, c'est aussi un aspect important qui est malheureusement souvent négligé. Il ne faut pas oublier que les conditions d'intervention dans les installations nucléaires sont très spécifiques, très compliquées souvent. Soit on va se retrouver dans des zones qu'on appelle rouges, où on va travailler à distance, soit avec des robots, soit avec des télémanipulateurs, où l'ergonomie, il faut bien l'avouer, n'est pas terrible. Il y a aussi des contraintes d'accessibilité pour rentrer et sortir du matériel. Il faut le penser dans la conception, dans la façon de concevoir les assemblages ou les sous-assemblages. Mais même quand on dit intervention au contact, ne serait-ce que le choix de la visserie, de la taille de la visserie a son importance, parce que quand les personnes sont amenées à intervenir en tenue ventilée avec 4 paires de gants, vous pouvez faire l'essai à la maison de mettre 4 paires de gants et essayer de dévisser une petite vis avec une petite clé Allen. Vous verrez que c'est assez compliqué, donc c'est important de le prendre en compte. Et j'ai mis en remarque, des fois, il vaut mieux perdre en performance et rendre maintenable l'installation, parce que l'exploitant nucléaire perd beaucoup de temps et d'argent à essayer de maintenir des choses qui ne le sont pas et pour essayer de gratter quelques centimes sur de la performance. Et les exigences de sûreté, ça c'est l'AQ84 qui est importante, où on va demander à tout intervenant du nucléaire d'être en mesure d'avoir une traçabilité très rigoureuse de toutes les exigences de sûreté. Typiquement, les classes de fabrication font partie des exigences de sûreté. Et donc, chaque entité doit être capable, à chaque étape, conception, fabrication, contrôle, installation, de montrer que cette exigence est tenue. C'est important à prendre en compte pour chaque intervenant. Très rapidement, le CFRI, c'est la qualification du personnel pour travailler sur rayonnement ionisant qui est indispensable dès lors qu'on va faire un acte qui est assimilé à du travail en zone réglementée. Même de la prise de cote est considérée comme du travail. Alors, autant chez Orano, on arrive à avoir des dérogations pour aller faire de la prise de cote, chez EDF, c'est de moins en moins vrai. Et on va demander aux entreprises d'avoir du personnel CFRI ou alors sous-traiter à des personnes CFRI pour intervenir en zone. Les habilitations sont différentes suivant où on veut intervenir, si c'est en CNPE, ou si c'est dans les usines du cycle, ou si c'est les réacteurs de recherche, ou encore les réacteurs embarqués. Ce sont des formations et des qualifications différentes, même s'il y a des passerelles entre elles. Mais c'est une qualification indispensable dès lors qu'on veut intervenir en zone. Voilà, et je vais terminer sur cet angle de l'innovation, qui est une voie d'entrée dans la filière nucléaire qui est intéressante. Dans le discours de M. Macron là, pour France 2030, il a encore appuyé sur ce fait-là. Et il a appuyé le travail que font spécifiquement les PME, voire des startups, pour le compte du nucléaire, pour proposer des innovations de rupture. On va parler juste après de Sileane, mais ces innovations de rupture, en fait, c'est toujours en gardant les mêmes contraintes de sûreté. Et il est indispensable de conserver le même niveau de sûreté, ce n'est pas négociable. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des façons nouvelles de travailler, voire des nouveaux matériaux qui vont permettre de challenger et d'apporter soit du confort d'exploitation, de réduire les temps d'exploitation, réduire les investissements. C'est un biais que l'industrie nucléaire regarde de très près en ce moment, qui est intéressant pour vous aussi certainement de regarder de près. Donc sur l'aspect France Relance également, l'accent est mis aussi sur ce côté innovation. Quasiment la majorité des projets liés à France Relance intègrent cette dimension liée à l'innovation. Et donc les investissements qui sont faits aujourd'hui pour la filière nucléaire concernent également l'aspect innovation. Alors, quand on parle d'innovation, on parle d'industrie 4.0, on parle de fabrication additive, on parle aussi de jumeaux numériques, tout ce qui est BIM, ce qui est rattaché, et les formations innovantes qui vont impliquer de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, par exemple. Voilà. C'est tellement dans l'air du temps, Orano a mis en place la cellule Orano Innovation PME, avec qui je suis partenaire d'ailleurs pour faire du sourcing de partenaires et de sous-traitants innovants. Leur idée, c'est sur des problématiques techniques, de faire du sourcing vers ils le souhaitent, mais le plus, c'est d'aller chercher des entreprises qui sont hors nucléaire pour apporter des nouvelles techniques, des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de faire,
pour les adapter ensuite au métier du nucléaire. Alors des fois c'est très spécifique, par exemple sur le Challenge 56 où on veut la radiographie numérique des soudures, on s'est rapproché par exemple du oil and gas, la micro-robotique pour faire des inspections internes de tuyauterie qui ont des diamètres très faibles et plein de coudes. Mais ça peut être aussi, sans aller chercher du high-tech, on a cherché une solution pour refermer des fûts de 250 litres. Donc, chercher des idées innovantes. L'idée, c'est pas réinventer la roue et de bénéficier de ce qui existe déjà, et quitte à l'adapter un peu aux spécificités du nucléaire. Et voilà, quand on parle d'industrie 4.0, ici, il y a la liste un peu des sujets qui sont regardés de très près, en particulier là, tout ce qui concerne les objets connectés, les capteurs connectés, les capteurs intelligents, la fabrication additive aussi qui est beaucoup regardée, et la robotique pour de l'intervention en zone nucléaire, par exemple. Donc, Nuclear Valley, c'est le pôle de compétitivité. Si je devrais en recommander un, je recommanderais celui-là. Je n'en suis pas membre, hein, donc je suis neutre, plutôt, sur l'affaire. Mais l'avantage, c'est que déjà, il y a beaucoup de membres Nuclear Valley. Les grands donneurs d'ordre principaux sont tous impliqués. EDF, Framatome, CEA, Orano sont impliqués dans ce pôle de compétitivité, avec une réelle volonté d'accompagnement des différents sous-traitants, quel que soit leur métier, pour aller diversifier leurs activités dans le nucléaire et les accompagner sur cette démarche-là. Et puis aussi, il y a l'aspect international aussi. Nuclear Valley a un pôle international qui permet aussi de se grouper, et je pense que ça va faire l'objet de la discussion suivante aussi, de grouper différentes entités de la filière nucléaire pour aller démarcher. En ce moment, c'est la Roumanie, par exemple, pour aller démarcher des projets à l'international. Intéressant aussi, elle est capable de labelliser les projets pour des appels à financement européens ou français, hein, France Relance, va labelliser et donner, va permettre aux candidats d'appuyer sa candidature vers les instances qui vont bien. Je finis par ce slide qui permet de reprendre un peu la success story de Silean qui a commencé en 2014, si ma mémoire est bonne. Très rapidement, le projet consistait à aller reprendre des déchets anciens entreposés dans un silo enterré à La Hague, qui sont là depuis fort longtemps. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites par l'ingénierie. Renault Projet, dont j'ai été ingénieur avant, quand je dis plusieurs études, c'est peut-être 5 ou 6 APD quand même, sur 20 ans. Mais à chaque fois, on se heurtait à un mur, parce que les investissements étaient beaucoup trop importants. Il fallait construire un bâtiment neuf pour aller chercher ces déchets, les récupérer et les conditionner. L'objectif, il fallait trier ces déchets par nature pour pouvoir les entreposer de façon sûre. On n'imaginait pas autre chose que de faire le tri à la main, c'est-à-dire des opérateurs derrière des écrans de protection radiologique, hein, mais avec des télémanipulateurs, aller à la pince à épiler quasiment un par un. Sur 600 mètres cubes de déchets, c'était des années et des années d'exploitation, donc les coûts explosaient. Et on ne trouvait pas vraiment de solution adéquate pour s'en sortir. Et on a connu Silean, qui a un process automatisé de dévraquage, et qui va associer ce système de dévraquage Camido à un système de reconnaissance par forme géométrique, piloté par intelligence artificielle, qui, avec un apprentissage profond de la machine, va permettre, suivant une forme géométrique donnée, de savoir quelle est la nature du déchet et de savoir lequel il faut trier et lequel peut continuer sa route tranquillement. Le gain pour Orano sur ce projet-là, donc c'est un projet qui a fonctionné, parce qu'aujourd'hui l'installation est en exploitation en actif depuis 2019, et elle tourne tranquillement, on produit des fûts de déchets. L'investissement a été divisé par 2 par rapport à la solution de base qui avait été proposée initialement. On a divisé les volumes des bâtiments neufs par 5, ce qui est considérable. Donc, tous les corps d'État en fait, ont pu revoir à la baisse le prix pour atteindre des performances que l'homme aurait pu difficilement atteindre. On est à plus de 99% de réussite sur le tri de déchets, donc c'était difficilement de faire mieux par des hommes. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'autorité de sûreté a validé cette technologie, parce que le tri des déchets répond à une exigence de sûreté. En fait, si le tri est mal fait, ça va mettre en péril
d'entreposage qui est en aval. Donc l'autorité de sûreté a validé cette façon de faire. Donc aujourd'hui, Silan est rentré dans le nucléaire par cette voie-là, en proposant un produit innovant. Et aujourd'hui, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec M. Henry ou Elena Henry de leur évolution dans le nucléaire. Aujourd'hui, on est en train de décupler ensemble ce process de tri de déchets, de l'optimiser pour aller chercher d'autres cas d'application. Et puis, on est en train de développer encore une autre facette de la robotique appliquée au démantèlement, donc sur de l'intervention, toujours en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, c'est aussi une voie à ne pas négliger, je pense, l'aspect innovation pour rentrer par une autre voie dans la filière du nucléaire. Voilà. Je vous remercie.